Et ça m'étonne quand les gens commencent à discuter sérieusement de guerre nucléaire. Ce sera la fin du monde. L'humanité ne peut en aucun cas permettre cela. Je suis devenu un héros de Tchernobyl. Chers internautes, nous sommes dans un endroit qui est mythique, avec une personne qui elle-même est rentrée de son vivant dans la légende. Nous sommes chez Anatoly Karpov, le grand maître, le champion du monde des échecs, qui a fait entrer les jeux d'échecs dans la géopolitique mondiale, qui a fait entrer les jeux d'échecs dans la modernité. Rappelez-vous les années 80, entre les duels entre Karpov et Kasparov. Et chose extraordinaire, nous sommes ici, dans un lieu qui est un véritable musée, mais c'est un musée avec l'homme qui incarne ce musée et qui est toujours là, car Karpov, c'est un homme qui est rentré de son vivant dans la légende. Bonjour Anatoly Karpov. Bonjour. Et bienvenue sur Géopolitique Profond. Est-ce que vous avez pris conscience de l'importance mondiale géopolitique des jeux d'échecs lorsque vous avez débuté ces parties avec votre, qui était lui-même soviétique, votre compatriote, Kasparov? Est-ce que vous avez compris rapidement que ces matchs étaient beaucoup plus que des simples matchs de jeux d'échecs? J'ai toujours été impliqué dans les affaires publiques. Je suis président de la Fondation soviétique pour la paix depuis 44 ans maintenant, et je n'ai jamais cessé de l'être. Je suis maintenant président honoraire à 2 reprises. Quel souvenir vous avez de cette compétition avec le premier match à Moscou, puis New York, puis Lyon avec votre compatriote Kasparov? Tout d'abord, personne n'a joué plus de matchs de championnat du monde que Kasparov et moi. Le match le plus long a eu lieu en 1984 à Moscou, et le dernier match a eu lieu à New York. À Lyon, nous avons joué près du siège d'Interpol. Qu'est-ce que représente la fédération justement française de jeux d'échecs par rapport au dernier parti à Lyon? À Lyon, le match a été soutenu par Michel Noir, le maire de Lyon. Il aimait les échecs et il a décidé d'organiser ce match. C'est un homme formidable. Je l'ai rencontré personnellement. Je suis même allé visiter l'hôpital des enfants de Lyon à sa demande. Et puis, après ce match, les échecs sont passés au second plan. Mais lorsque j'ai joué le match de Lyon, les échecs étaient au premier plan dans le monde entier. Quel lien y a-t-il en particulier entre les jeux d'échecs et la France, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de grands maîtres de jeux d'échecs français, mais qu'en 1924, il y a eu cette création de la Fédération internationale des jeux d'échecs avec les JO? Pas uniquement en France. Premièrement, la France a été l'un des centres du jeu d'échecs au XIXe siècle dans le monde. Et la Fédération internationale des échecs a été créée lors des Jeux olympiques de 1924, il y a plus de 100 ans. L'année dernière, malheureusement, nous n'avons pas été autorisés à participer aux Jeux olympiques. Nous n'avons pas pu célébrer le 100e anniversaire de la Fédération d'échecs en grande pompe. Et les joueurs du monde entier s'y sont préparés. Le fait que nous n'ayons pas pu célébrer notre 100e anniversaire est, à mon avis, une grande omission. Est-ce qu'il y a une géopolitique des jeux d'échecs qui fait que les grandes puissances ont souvent les meilleurs joueurs, ce qui explique la force de l'Union soviétique après-guerre? Si vous pensez à Brzezinski, il aimait les échecs. Il disait que les échecs et la géopolitique sont voisins. Que vous avez connu, que vous avez rencontré? Oui. Je l'ai rencontré. J'ai visité la Maison-Blanche à son invitation. Ce n'était pas une visite officielle, c'était une visite privée. J'avais un guide spécial qui m'a fait visiter la Maison-Blanche. J'ai même pu entrer dans le bureau du président des États-Unis d'Amérique. Non, pas le bureau ovale, le bureau du président. Vous avez parlé géopolitique avec Brzezinski? Non. Non? D'échecs. Lien échec. Bien sûr, on a aussi un peu parlé d'échecs, mais on discutait surtout de la langue à utiliser. Il parlait un peu russe, mais il a proposé une conversation en anglais. Je lui ai dit « Pourquoi en anglais alors que vous parlez parfaitement bien russe ?» Il a répondu « Non, ce n'est qu'une impression. Je parle très peu russe. » C'est ce qu'il a dit.
C'est peut-être le moment de parler de la fondation de la paix, de la soviétique et russe, dont aujourd'hui Anatoly Karpov est président d'honneur. Le Fonds soviétique pour la paix a été créé en 1960. Ça fait maintenant déjà 65 ans. Sur ces 65 années, ça fait plus de 40 ans que j'en suis le président. Voilà. Et le fonds a été créé pour renforcer la paix. Si on se rappelle l'année 65, c'est 16 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre le nucléaire, militaire ou civil, et la fondation de cette association au regard des dégâts que ça peut occasionner les orphelins? Non, il n'y a pas de lien, bien sûr, parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut vraiment envisager ça, mais ça m'étonne quand les gens commencent à discuter sérieusement de guerre nucléaire. Parce que si une guerre nucléaire commence, ce sera la fin du monde. La planète pourrait exploser. L'écologie sera détruite. L'humanité ne peut en aucun cas permettre cela. Surtout que la Russie a connu avec Tchernobyl justement ce drame au niveau civil. Mais la catastrophe de Tchernobyl a été énorme et seul le pouvoir soviétique permettait de s'occuper de la liquidation des conséquences, parce que des centaines, des milliers de personnes ont participé à ces travaux. C'était un programme d'État, la liquidation des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Pour moi, cela a aussi eu de l'importance, parce que j'ai participé à la liquidation des conséquences depuis le premier jour, pratiquement jusqu'au dernier. Je connais bien le travail de liquidation des conséquences, l'aide aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Il s'agissait principalement d'Ukrainiens et de Biélorusses. J'ai même reçu les 2 plus hautes distinctions de l'Ukraine. C'est une récompense d'État. Ce n'est pas privé. C'est en fait moi qui ai été récompensé. Je suis devenu un héros de Tchernobyl. C'est l'Ukraine qui a voté. Ils ont une organisation de liquidateurs de Tchernobyl et ils ont organisé un tel vote. Mais ce n'était pas ces 2 ou 3 dernières années, c'était avant, quand ils ont célébré, non pas célébré, mais commémoré Tchernobyl à l'une des dates anniversaires. La délégation de Kiev s'est rendue à la Douma, et c'est dans mon bureau que j'ai reçu ce prix. Ils étaient très surpris qu'on les ait laissés entrer. Je leur ai dit, on ne vous a pas seulement laissé entrer, on vous a même permis de me remettre l'ordre du Saint. Votre carrière de joueur d'échecs, de grand maître, mais aussi vos fonctions politiques, vous ont valu une reconnaissance mondiale. Et cette reconnaissance mondiale fait que, par exemple, à Asnières, dans le 92, on est allé jusqu'à souhaiter qu'une rue soit baptisée de votre nom. Même les députés locaux avaient pris cette décision. Officiellement, nous n'avons pas pu organiser la cérémonie. Puis les problèmes actuels ont commencé et, pour autant que je sache, la décision a été annulée. Mais c'est comme le système socialiste. Lorsqu'ils ont changé les noms des rues et des places, ils ont annulé les noms des révolutionnaires. Et vous avez été 2 fois, je crois, ou 3 fois député de la Douma. Et en tant que tel, vous vous intéressez à la défense, justement, de l'environnement. Il y a le nucléaire, il y a aussi l'Arctique. Et la défense de l'Arctique en période de réchauffement climatique, qui fait que l'Arctique devient un enjeu géostratégique majeur aujourd'hui. Tout d'abord, je suis député depuis la fin de l'année 1989. Il y a eu une pause lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. J'ai cessé d'être député pendant quelques années. Et maintenant, j'ai été élu député pour la 3e fois dans cette convocation. Cela signifie que cela fera bientôt 15 ans que je suis député. Je travaille dans la 4e commission, la commission des nationalités, et auparavant dans la commission des ressources naturelles et de l'écologie. C'était ma première commission. Ensuite, j'ai travaillé à la commission de politique économique, puis j'ai été vice-président de la commission des affaires internationales. Je me souviens même de la visite de députés français et de ceux qui étaient allés en Crimée. C'était 1 an après que la Crimée soit devenue russe. Peu de gens se rappellent que cela ne s'est pas produit parce que la Russie l'a voulu, mais parce qu'un référendum populaire a eu lieu en Crimée.
quand elle était encore ukrainienne, et le peuple a voté, si je ne me trompe pas, à 97% pour retourner en Russie. Peut-être terminer juste par, puisque nous en sommes dans un très bel endroit, sur une très belle passion qui est la vôtre, celle des timbres. Vous avez la plus belle connexion des timbres de cette époque de la coloniale française. D'où vous vient cet attachement? Vous avez toujours vécu comme ça, avec cet attachement pour la collection? C'est une chose effrayante de mon enfance. J'ai reçu mon premier timbre en cadeau de ma tante. Pourquoi ai-je reçu un timbre en cadeau? Parce que c'était l'anniversaire de l'Armée rouge. C'était en 58. Elle m'a offert un timbre de la série consacré à cet anniversaire, parce que le timbre portait la photo d'un pilote. Je n'avais pas encore 7 ans à l'époque. Voilà. Mais ma tante savait que je voulais devenir pilote quand j'étais enfant, alors elle m'a donné ce timbre. Elle m'a dit: «Tu rêves d'être pilote? Voici un timbre pour toi.» Je suis devenu pilote parce que j'ai parcouru plus de kilomètres dans ma vie qu'aucun pilote n'en a jamais parcouru. Depuis, je collectionnais un peu les timbres, mais j'ai vraiment commencé à les collectionner quand j'ai pu dépenser de l'argent pour les acheter. D'ailleurs, mon premier attachement à la collection de timbres est lié à la France. Je suis devenu grand maître en 1970 lors d'un tournoi à Caracas, organisé à l'initiative du président du Venezuela, Rafael Caldera. C'est pendant ce tournoi que je suis devenu grand maître. C'est pour ça que je me considère comme un grand maître russo-latin. La première ville que j'ai visitée à mon retour en Russie a été Paris. Paris était sur ma route. J'ai pris l'avion du Venezuela vers la France, de Caracas à Paris. C'était la première fois que je venais à Paris. Mais les Parisiens seront peut-être surpris d'apprendre que j'ai visité la ville sans aucun moyen de transport. J'ai marché du peloton jusqu'à l'hôtel Hilton, qui se trouvait à côté, et j'ai marché de l'hôtel jusqu'à Montmartre. Autrement dit, j'ai traversé Paris à pied. J'ai regardé la carte pour ne pas me perdre. Et en chemin, je suis tombé sur la rue Drouot, qui est la rue des philatélistes à Paris. Mais oui, Drouot, bien sûr, les enchères de Drouot. Est-ce que vous trouvez moi je trouve qu'il y a beaucoup de liens entre la passion des échecs et la passion de collectionneur. Ça nécessite la même précision, la même mémoire, le même respect pour ce qui existe, pour ce qui est ancien. Tout d'abord, j'ai une très grande collection. Oui, bah oui, c'est la collection. Et quand on s'intéresse à la philatélie, on touche à plein de domaines. Par exemple, vous m'avez posé une question sur l'espace. J'ai un exemplaire unique de timbres spatiaux, avec de vraies signatures. Les autographes authentiques de Gagarine, de Titov, du premier groupe de cosmonautes. Et puis, vos timbres, c'est unique, comme vous d'ailleurs, qui est unique comme maître des échecs. En fait, la France et les colonies françaises, c'est une section à part dans ma collection. J'ai toujours aimé les timbres des colonies françaises. Et justement, on parlait des Jeux olympiques à Paris. Les Jeux olympiques de 1924 sont incomparables avec ceux de 2024. En matière de philatélie, ceux de 1924 étaient beaucoup plus riches. Merci beaucoup pour ce grand moment que vous nous avez apporté et ce grand honneur que vous nous avez fait pour Géopolitique profonde. C'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Monsieur Karpov. Chers internautes, vous pourrez rester avec nous dans cette émission puisque nous allons pouvoir découvrir justement toutes ces pièces magnifiques de la maison d'Anatoly Karpov. Merci.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.